Nous sommes ici dans un épisode très spécial de ce podcast parce que déjà c'est l'épisode 100, 4 ans de podcast, 100e épisode sans interview, je suis trop heureux de ce grand chiffre, c'est un espèce de passage un peu symbolique quand même. Deuxièmement parce que pour le contexte on est assis ici dans le salon de notre petite maison avec Marie Dany et aussi, cet épisode est très important parce qu'il va y avoir plein d'annonces sur le futur de ce podcast, le futur de l'entreprise derrière ce podcast, le futur de notre travail ensemble avec la personne qui est assise de l'autre côté de la table de moi. Bref, ça va être un épisode riche sur le futur. Mais avant de parler du futur, j'ai envie qu'on parle un peu de notre passé avec Dany, qui est assise en face de moi, que vous connaissez peut-être sous le prénom de Marie, mais ça va changer. Ça change déjà. Il y a eu un petit changement identitaire, donc maintenant c'est Dany, effectivement. Donc si jamais vous voyez le nom de Dany Lanazza sur cet épisode à d'autres endroits... C'était anciennement Marie. Voilà. Et du coup, pour commencer, Dany, j'avais envie qu'on parle de notre rencontre. Parce que ce qui est devenu cette entreprise aujourd'hui, notamment le programme Surf, qui est une des premières étincelles de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notamment parce que je t'ai rencontré. Nos chemins se sont croisés dans la vie et je me suis dit qu'on pouvait raconter cette petite histoire. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je raconte l'avant-rencontre même ? Ouais, grave. Ouais. Parle de... Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ton histoire et ton cheminement jusqu'à l'événement qui a déclenché notre rencontre et je pense que c'est important aussi. Ok, donc c'était en 2017, il me semble. 2016-2017, fin 2016. Fin 2000. Vers là, quoi. Ouais, voilà. Un truc comme ça. J'étais dans une association à l'époque, je faisais du coaching dans une association qui s'appelait Un Monde Réenchanté. Où dans cette association, on accompagnait un groupe de personnes entre 20 et 30 ans en quête de sens à travers un voyage un peu... c'était un voyage au Maroc. On allait à la rencontre d'actrices locaux du changement. Mmh. Et en même temps, on proposait notre accompagnement de coaching. Et du coup, lors de ce voyage, il y avait une amie maintenant qu'on a en commun, notre troisième colocataire, qui est Isaline. Et donc, Thomas était en colocation avec Isaline. Donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle on s'est rencontrés. Via Isaline, du coup, qui nous a connectés après ce voyage. Ouais, voilà, c'est ça. Ça faisait combien de temps que tu étais coach avant de faire ça ? Je me souviens même plus, je crois. C'était donc 2017, depuis 2015. Ok, donc déjà 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, moi, ce qui m'avait fasciné après, c'est que te rencontrer, même si mon premier client en freelance était l'école de coaching de Paris, mais je faisais leur com, leur marketing, et j'avais jamais vraiment plongé dans c'est quoi le coaching, l'accompagnement. Et c'est un peu via toi et les ateliers que tu as commencé à organiser quand tu as déménagé à Paris dans notre salon que j'ai découvert ce monde-là. Et c'est là où, du coup, j'ai l'impression d'être tombé dans la marmite après ça, quoi. De me dire, waouh, il y a des gens, c'est leur métier d'accompagner les réflexions des personnes et les aider à faire ce qu'elles veulent faire dans la vie. C'était un peu fascinant, c'est ça. quoi. C'est que vous me prêtiez votre appart pour que je fasse des ateliers. Donc, le premier atelier, c'était comme un lundi. Oui. Je baisse un tout petit peu, vas-y. Ok. Donc c'était comme un lundi, tous les lundis, on faisait le bilan, on mettait nos objectifs, etc. Et puis il y avait le nouveau mois aussi. Oui, c'est vrai. Un peu le nouvel an, mais chaque mois, quoi, où on fait aussi le bilan. Je l'avais oublié celui-là, tu vois. Je me souvenais de celui du lundi matin où il y avait des gens qui venaient chez nous tôt, qu'on connaissait pas. C'était particulier. Il y a une personne dont je me souviens particulièrement qui avait un projet, qui avait fait un projet de crypto-monnaie et qui tout d'un coup avait eu beaucoup de capital financier, qui se posait la question de quoi en faire. Je sais pas si tu te souviens de cette personne. Je me souviens pas du tout. Ah ouais. Moi il m'avait marqué ce personnage. Okay. C'était hyper intéressant. Je pense que c'était la première personne que j'ai rencontrée qui faisait de la crypto. Ouais. Quand c'était tout neuf. Enfin bref, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et tu m'as accompagné un moment. On a fait un coaching individuel. Où j'avais, pour la petite blague, travaillé sur mon rapport à l'argent à l'époque. Et
Et Et il était particulier. Ouais. Oui, et clairement, depuis, voilà, t'as explosé un peu. Ça a dépassé vraiment mon champ de compétences à moi-même. Bah, à l'époque, je me souviens, c'est une phrase que tu m'avais redit il y a 1 an, je crois, que je disais, waouh, si j'arrive à générer 3000 euros avec mon entreprise, je vais vraiment être riche, ça va être fou. Mais non, mais enfin, j'avais des limites, quoi. T'avais des jugements aussi liés à ton contexte social. Ma Tu relation disais de que l'époque, ouais. que tu avais beaucoup de jugements que tu avais intégrés de l'extérieur. Donc il y avait à la fois cette envie de générer de l'argent, d'avoir certains moyens financiers, et en même temps beaucoup de jugements là-dessus, qui fait que tu te le permettais pas, quoi. Et enfin bref, tout ça pour dire que le fait de passer de plus en plus de temps ensemble et de moi voir ce que tu faisais, et je pense toi de m'entendre parler de marketing, d'entrepreneuriat, tout ça. Surtout de freelancing. C'était comment tu étais inséré dans le milieu freelance qui m'attirait énormément, quoi. Qui fait qu'à un moment, un beau matin du mois de mai, tu m'appelles à 7h30, je crois, avec une idée. Pas 7h30 quand même. J'ai attendu, j'ai pris mon mal en patience pour que ce soit un moment socialement acceptable. Donc c'est quoi, 8h quoi. Donc je pense que c'était 8h30. Et du coup, tu me présentes une idée que tu avais eue. Oui, alors c'était quelques temps après avoir refait du surf, où je raconte la petite histoire. Bah oui, la métaphore fondatrice, évidemment. Voilà. Où voilà, c'était vraiment un moment où je glissais sur la vague et c'était trop agréable et c'était trop le kiff. Et voilà, c'était vraiment la communion avec les éléments. Et je me sentais vraiment en puissance, quoi. Ouais. Et l'instant d'après, je me casse la gueule, je fais un roulé-boulé sous les vagues, je finis la tête dans le sable, littéralement j'ai mangé du sable, et je me suis dit que c'était une métaphore de la vie assez ouf. Et je me suis dit que c'était notamment une métaphore de la vie de freelance, parce que justement, dans le freelancing, c'est un modèle de travail qui permet à la fois vachement de souplesse, vachement de possibilités, mais où aussi il y a une espèce d'équilibre précaire qui fait qu'on peut se casser la gueule, mais quand on se casse la gueule, on peut assez vite remonter sur sa planche, à l'inverse des images des gros paquebots, des gros bateaux, des grosses boîtes, où si ça coule, ça coule, quoi. C'est compliqué de rebondir. Alors que dans le freelancing, il y a vraiment cette possibilité. Et donc, vu que Thomas travaillait avec des freelances, était dans l'écosystème freelance, et que moi, ça m'attirait ce truc-là, je me suis dit, mais ce serait incroyable de faire un programme ensemble avec nos compétences complémentaires autour de la métaphore du surf et de cette image-là pour accompagner des freelances. Et du coup, j'étais un peu dans l'excitation, j'y avais pensé toute une partie de la nuit et tout ça. Donc pour t'appeler, c'est à ce moment-là que je t'ai appelé. Ouais, parce que moi, du coup, à l'époque, j'étais au début de mon investissement dans un collectif de freelance et d'indépendants à Paris qui s'appelle Lab Company, et où... il m'avait été demandé, ou en tout cas j'avais été inspiré par le fait de coordonner le groupe des jeunes freelances qui se lancent. Et il y avait plein de personnes qui me posaient des questions du coup à cette époque-là de comment je fais mes devis, nanana. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais moi ça m'avait fasciné d'aider les gens à mieux faire du marketing, mieux se vendre. Et c'est là où du coup on se rencontrait un peu, toi avec les compétences fondamentales d'accompagnement sur le coaching, toutes les choses que tu fais incroyablement, merveilleusement dans ton travail. Et moi avec la partie ok, maintenant faut faire du cash et on va se vendre, il faut développer sa boîte, quoi. Et de là est née une idée qu'on a bossé dans des cafés. Je me souviens, on allait au Bichat dans le 10e et on a collé des post-it sur le mur pour imaginer qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre formation qu'on va créer ensemble. Ça nous a, enfin moi en tout cas, ça m'a ouvert les portes. Toi, je sais que tu traînais dans ces milieux-là un peu plus que moi, mais ça m'a ouvert les portes de la formation en ligne, l'infopreneuriat, enfin tout ce monde que je connaissais pas encore à l'époque. Je pense que je l'ai aussi quand même bien découvert avec toi. Je sais que j'avais envie d'expérimenter ça, d'aller vers ça, mais c'est au final avec toi que je suis vraiment allée, quoi. On a testé, on a fait nos armes, quoi, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'était une espèce de... À l'époque, je pense, on fantasmait un peu ça aussi. Oui, complètement.
Je crois qu'on avait ce fantasme que les gens ont souvent en se lançant dans ce milieu de le business complètement passif où on gagne plein d'argent avec une formation en ligne. Ça a bien changé depuis parce que ça, c'est les débuts du programme Surf. Aujourd'hui, le programme Surf, c'est le truc, je pense, où on passe le plus de temps. Ouais, clairement. Donc, c'est pas du tout passif. Clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette rencontre qui a semé la graine de tout ce qui est né depuis. Ouais. Et après ça, moi, je crois que ça a été une sorte d'appel d'air où j'ai commencé à créer du contenu. J'avais commencé à écrire une newsletter 2 fois par semaine. Il y a des fois où on s'intervertissait, c'est toi qui écrivais, puis c'était moi. Puis après, toi, ça te plaisait plus, donc j'ai repris la newsletter et j'ai écrit cette newsletter 2 fois par semaine, puis j'ai ralenti 1 fois par semaine. Puis j'ai lancé le podcast, puis j'ai fait des conférences. Enfin bref, moi j'ai l'impression que ça a ouvert une brèche. Oui, toi, t'as plongé fait dans l'univers freelance et moi, j'étais plus à multiplier les types de casquettes. Alors, il y avait avec toi accompagner les freelances, il y avait l'intelligence collective aussi, l'accompagnement d'associations avec des outils d'intelligence collective, il y avait la médiation, il y avait l'investissement dans le milieu sexpo, il y avait Louvre aussi, donc là c'était plus accompagnement de femmes entrepreneuses. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir multiplié un peu différents types d'expériences sur différentes thématiques, alors que toi, tu t'es vraiment... J'ai plongé, quoi. Voilà, tu t'es expertisé sur le freelancing, quoi. Et ce qui a fait que, d'année en année, en lançant des nouveaux projets, des choses comme ça, il y a un moment, en 2021 surtout, où j'ai décidé d'arrêter mes missions de freelance et de me concentrer à 100% sur ce podcast que vous écoutez, une première formation à part surf que j'avais lancée à côté, qui s'appelle Construire ses offres, un séminaire que j'avais créé, c'est à ce moment-là que j'ai créé la communauté Inside Freelancing, enfin voilà, et j'ai mis toute mon énergie là-dessus et ça a pété quoi. En un mois, en un an, je crois que j'ai fait x2, presque x3 sur le chiffre d'affaires parce que j'ai mis toute mon énergie à cet endroit-là. Ce qui nous mène à une entreprise que je gérais. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait un burn-out. Ah bah, c'est ça qui s'est passé. C'est vrai qu'il s'est passé ça aussi. Grave. Du coup, j'ai shut down et toi, t'as... Ouais. Oui, parce que c'était cette même année, en fait. Bah ouais. Ouais, c'est ça. L'année où on a quitté Paris, où il y a eu des explosions dans différents sens, disons. Je me suis un peu trop... je suis tombée dans le piège de la dispersion. Ouais. En fait, pourquoi on vous raconte tout ça ? Parce que l'année dernière, on a pris une décision avec Dany, après moult discussions, sur le sujet de qu'est-ce qu'on fait maintenant de déjà notre projet Surf, qui a beaucoup évolué depuis, qui n'est plus une formation en ligne, mais qui est un programme d'accompagnement sur 2 ans, où il y a des séminaires, des coachings tous les mois, enfin c'est un truc beaucoup plus poussé. Et comment on fait pour trouver l'équilibre entre ce projet où on a toujours travaillé ensemble depuis 2017 et tous les autres projets pour les freelances que moi j'avais construits à côté. Et du coup, il y avait ce truc de comment on gère ça, quoi. Est-ce que Dany continue d'avoir sa boîte à côté, faire ses projets à côté, et moi je fais ça, et juste on collabore sur un programme ? Est-ce qu'on se mutualise nos forces encore ? Et à ce moment-là, on a décidé que c'était ensemble le futur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a été, je pense, une décision pour toi comme pour moi long terme et complexe, parce que toi, il y a le côté... À côté, tu as créé plein de choses et ça demande un axe supplémentaire de confiance vers moi, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a demandé de lâcher beaucoup de projets, mais je sentais qu'en fait, même pour ma santé, focaliser toute mon énergie sur un seul projet, professionnel en tout cas, parce que j'ai d'autres projets non professionnels, mais voilà, c'était pertinent, et on a aussi discuté de comment ce projet-là qu'on a en commun, et donc qui grossit, il peut avoir encore plus de sens pour toi comme pour moi, notamment avec en s'impliquant davantage dans nos visions politisées, disons. Oui. Et du coup, je vois que petit à petit, c'était facile de lâcher les autres projets,
de mon côté, parce qu'il y a cette vision de plus en plus politisée aussi de et ça nourrit tes envies et tes besoins qui étaient nourris par d'autres projets auparavant. Quoi. Ouais. C'est ça, et je vois que j'ai l'espace d'aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder dans ce projet-là. Quoi. Mais je pense qu'il y a un truc important qu'on peut partager ici qui, en tout cas, est très intéressant en lien avec cette décision. Et si vous ne l'avez pas compris, en gros, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est qu'on s'associe. Voilà. Dany va devenir copropriétaire, co-gérante de l'entreprise qui jusqu'alors était la mienne, selon différentes conditions qu'on ne va pas établir là parce qu'elles ne sont même pas encore 100% dessinées. C'est encore des discussions plus papier, juridique, contrat à poser. Mais en tout cas, la décision, c'est on va construire la suite et gérer tout ça ensemble. Mais je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans cette décision. On comprend que c'est pas une décision d'association business lambda qu'on peut voir à d'autres endroits. Ouais. Nos vies sont beaucoup plus intriquées que ça. Et il y a des liens plus complexes que juste on est business partner. Parce que là, les gens qui regardent ce podcast en vidéo, on est dans notre salon, on habite ensemble, à 3, avec une coloc. On a vécu plein d'expériences ensemble qui ne sont pas dans le monde pro, qui sont dans le perso. On a des projets d'écolieux ensemble. Enfin bref, on se projette sur du très long terme. Et cette entreprise fait un peu partie d'un système plus complexe pour vivre la vie qu'on a envie de vivre côte à côte. Quoi. C'est ça. Et le ciment de tout ça, au final... Enfin, je sais pas si le ciment c'est le bon mot parce que j'imagine quelque chose d'un peu plus souple que du ciment, mais c'est notre amitié au final qui fait qu'on a envie de faire toutes ces choses ensemble aussi, quoi. Vivre ensemble, travailler ensemble, faire des projets d'avenir ensemble. Ouais, c'est un sacré choix quand même. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois, moi, je crois que toutes ces discussions, on a commencé à les avoir au retour de ton burn-out. Quand tu revenais dans le travail et qu'il y avait toutes ces questions de waouh, ce système avant que j'avais m'a cramé, comment on fait pour un truc plus minimaliste qui ne te crame pas ? Et ça faisait partie des discussions de centraliser du coup et comment on fait pour que ce soit pertinent. Et de qu'est-ce que j'arrête ? Et il y avait un truc qui était sûr, c'est surf, je continue. Ouais. C'était le truc qui était sûr. Ouais. Et ça illustre bien, je trouve, que. Il y a un truc qu'on essaye d'enseigner beaucoup dans ce qu'on partage pour les gens qui sont dans Surf, mais dans tous nos programmes, c'est ce truc de comment on met son entreprise au service de toutes les autres choses de sa vie. Et moi, à ce moment-là, un truc qui se jouait pour moi, c'était je te vois souffrir, et galérer avec tout ça, alors que tu es une des personnes qui a le plus contribué au développement de ma vie professionnelle, notamment par toutes les compétences que tu m'as fait découvrir et le monde que tu m'as ouvert. Et du coup, il y a un truc de... en fait, si tout ce que j'ai construit ces dernières années peuvent t'aider à ne plus revivre ce que tu as vécu avec le burn-out, et on peut construire des trucs encore plus grands ensemble, enfin, moi, j'avais trop envie que tu t'impliques plus, et en même temps, que ça apporte à toi, en tant que personne, mon ami, et à notre amitié, un socle plus serein pour la vie, quoi. Et du coup, ça faisait sens à tellement de niveaux, pas juste, trop bien... une associée qui va apporter ses compétences dans la boîte, c'est trop bien. Bien sûr que c'est une partie de la réflexion, mais je pense que c'est surtout, l'entreprise permet de mettre des choses au service de notre vie par ailleurs, faisons ça, quoi. Trop cool. Je pense que ça faisait partie des réflexions. Ouais. Ce que je me dis aussi, c'est que au début, ce qu'on s'est apporté, c'est que moi, je t'ai apporté des compétences, notamment en termes d'accompagnement et tout ça. Toi, tu m'as apporté des compétences, notamment en termes de marketing et tout ça. Ouais. Donc, quelque part, on s'équilibrait. Et là, en s'associant de plus en plus, finalement, on se resépare un peu dans nos spécificités. Oui. Et toi, en prenant beaucoup plus l'aspect marketing, communication, etc., qui m'a énormément soulagée. Depuis le burn-out, honnêtement, j'ai pas fait un post Instagram, je crois. C'est vrai. Et c'est Thomas qui s'occupe. C'est trop bien parce qu'il fait ça très très bien. Et moi, je peux me consacrer un petit peu plus sur les thématiques qui m'intéressent, penser l'accompagnement, la pédagogie de manière un peu plus méta et de plus en plus méta avec le temps. Comment aussi amener des questions de déontologie et d'éthique de plus en plus dans la boîte, etc., quoi. Et donc on peut se spécialiser sur les deux aussi, sur nos domaines respectifs de plus en plus. Et le but, c'est d'aller de plus en plus vers ça, quoi. Je pense qu'on va pouvoir parler après de
comment on essaye d'organiser nos rôles dans l'entreprise et ainsi de suite, pour partager un peu les annonces de ce à quoi les gens peuvent s'attendre en continuant de suivre ce podcast, nos aventures, nos projets et tout. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis là, c'est que on n'est plus vraiment des solopreneurs ou des freelances maintenant. Ouais. On l'a été depuis 2016 pour ma part, depuis plutôt pour toi 2014-2015 du coup. J'ai vraiment lancé le truc en 2016, mais je Ouais. commençais les accompagnements en 2015 bénévolement et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es solopreneur, freelance, comme je pense la plupart des gens qui écoutent cet épisode, tu dois maîtriser toutes les compétences. Genre, tu as ta compétence métier de base, mais le fait de travailler seul dans ton entreprise te demande de développer toutes les compétences du spectre entrepreneurial, du marketing à la gestion, enfin tout ça. Et là, le fait de s'associer, ça nous repermet d'être plus ciblés parce qu'on sait que... plus experte, du Exactement. coup. On est complémentaires ensemble. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que je pense que c'est pertinent pour gérer une entreprise d'avoir les compétences, un minimum les compétences dans tous les domaines, et en même temps de se spécialiser dans un pour pouvoir avoir une vision globale. Donc finalement, notre expérience freelance, elle nous a permis de développer des compétences. Moi, je pense avoir des compétences en communication, en marketing. C'est pas là que je m'éclate, quoi. Du coup, à la fois c'est cool parce que je comprends le langage de Thomas quand il m'en parle. Je comprends aussi le langage de mes clientes et mes clients, ce qui est mieux. Et en même temps, c'est pas non plus là où je brille et où j'ai envie du tout de briller et de mettre de l'énergie. Donc je mets de l'énergie et je vais approfondir ce qui va m'intéresser, quoi. Ouais. Ce qui est d'autant plus pertinent, je trouve, dans des petites entreprises comme la nôtre, où là, pour l'instant, on est 3 à plein temps, nous 2 et Fatim, qui travaille en alternance avec nous depuis à peu près 1 an maintenant, et qui continue pendant 1 an. T'as besoin de comprendre ce que les autres font, et t'as besoin d'avoir un peu la main sur tout, quoi. C'est ambiance start-up garage. Des fois, il faut mettre la main à la pâte pour sortir des trucs que t'as pas envie de faire, ce qui devient moins vrai, plus on se développe et plus on est nombreuses. Mais clairement, je trouve que pour le stade où on en est, c'est hyper précieux qu'on ait toutes les deux eu une expérience solo pendant 6-7 ans, quoi. Clairement. Peut-être on peut parler du coup du futur maintenant, parce que là on arrive un peu à ce qu'on construit depuis 1 an. Mais déjà peut-être les réflexions de comment on s'est séparé le travail, comment on a réfléchi à qui fait quoi. Ce que je trouve c'est hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui se disent peut-être un jour j'ai envie de m'associer moi aussi et de plus être tout seul. Qu'est-ce que tu as envie de partager sur ça ? J'allais dire, parce qu'on en a pas mal parlé, quoi. C'était un vrai sujet de qui fait quoi, qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité à qui. Des fois, j'ai envie de dire que ça a été source de tension à des moments, de petites tensions entre nous. Tension tranquille, franchement. Mais tension quand même. Et pour moi, c'est important de le dire parce que c'est normal. Dans l'évolution d'un projet et dans des relations déjà de base, mais aussi emmêlées, c'est normal aussi. Pour pas donner une image que fluide, que géniale de tout ce qui se passe. C'est aussi des fois un sacré bordel. C'est clair. Quand il faut détricoter toutes les dimensions de notre relation, c'est pas évident. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que moi, là, je me concentre plus sur la partie méta, de penser la pédagogie globale, comment ça se passe dans la boîte, l'accompagnement, nos différents services, etc. L'expérience des clients. Voilà, l'expérience des clients. Je prends de plus en plus la main là-dessus. Sachant que évidemment ça prend du temps parce que moi je maîtrise bien Surf, mais tout le reste des outils et des services qu'a créé Thomas, je le maîtrise pas tant que ça. Donc petit à petit, il faut que je m'approprie ces outils-là et que je vois comment les pimper, quoi, les améliorer pour que ce soit le plus au service de nos clientes possible. Il y a la partie aussi déontologie et éthique. Donc je dois reconnaître que c'est une des parties qui m'intéresse le plus. Donc l'idée, c'est un peu d'être vigilante à la direction que prend la boîte, de voir un peu les angles morts, de nous mettre aussi des objectifs
petit à petit pour que la boîte soit de plus en plus en cohérence avec nos valeurs humaines, mais aussi nos valeurs politiques, parce que ça va ensemble. Voilà pour les 2 grands pôles. Et ensuite, il y a aussi une partie intelligence collective, parce que j'ai des outils d'intelligence collective et c'est cool, je vais pouvoir les mettre au service de la boîte, où là, on est... donc c'est plus la partie management, où là, on est plus à 2 à réfléchir sur ces réflexions-là. Ouais. Et voilà, et petit à petit aussi, l'idée, c'est qu'on puisse recruter d'autres accompagnants et accompagnantes. Oui, on va parler de ça. Grave. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, je serai de plus en plus sur la partie supervision et intégration des autres accompagnantes. Ouais. Parce qu'en gros, un des enjeux qui s'est posé avec ce questionnement, c'est la blague que je raconte souvent sur ce qui s'est passé pour moi avec cette aventure de développement d'entreprise et les moultes projets que j'ai lancés entre 2020 et 2022 surtout, c'est que je suis parti large très vite sur les offres produits, avec beaucoup d'offres différentes, mais qui touchent tous les cycles de vie d'un freelance. Donc on a autant des trucs sur le marketing que la vente, que l'accompagnement, que le collectif. Enfin, bref, on a plein de différentes offres. Ce qui fait que j'ai un peu l'impression en 2 ans d'avoir géré une boîte qui nécessitait 4-5 personnes tout seul, ce qui était hyper fatigant et très intense. Et que là, notre décision d'association a ouvert les portes de voilà, enfin on va vers moins le fait que je gère tout seul. Mais comme il y a autant de produits, d'outils, de services, de choses différentes, on est un peu coincé depuis 1 an, et ça prend du temps et c'est normal, mais moi ça me frustre parfois, dans le processus de... Pour l'instant, je mets beaucoup de temps dans le fait de maintenir l'existant, et le peu de temps que j'ai disponible, je dois l'allouer à faire en sorte que je te fais monter en compétence sur tous les trucs, je forme Fatim sur la partie marketing pour qu'elle me remplace sur des choses comme ça. Et du coup, c'est essayer de... Chaque fois qu'il y a du temps libre, de faire un truc qui me permet d'avoir plus de temps libre sur autre chose que je faisais avant. Et c'est un processus qui est, qui est long, quoi. Ouais. Mais en tout cas, la vision vers laquelle on va, comme tu l'as super bien dit, c'est Dany sera plutôt la lead sur toute la dimension de l'expérience client, donc ce qui se passe une fois que vous avez acheté un produit chez nous, ou un service, ou un accompagnement. Et moi, je me déporte plus sur tout ce qui se passe avant, et aussi la gestion de l'entreprise, les directions stratégiques, les relations stratégiques avec des partenaires, toute la partie face visible vers l'extérieur, quoi. Et ça n'empêche pas qu'il va continuer à y avoir beaucoup de pédagogie de soi. Parce que... Bien sûr, c'est clair. Oui, l'idée, c'est pas que je disparaisse des cours. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on va toutes les deux être impliquées autant dans la pédagogie que dans le marketing et la com, parce qu'il y a un enjeu de faire en sorte que les gens te connaissent davantage pour toutes les merveilleuses choses que tu fais. Juste, ce sera toi qui sera lead sur la partie, disons, extérieure, et moi plus sur la partie... L'idée, c'est que moi, je te dise, ok, assieds-toi ici, parle de ça maintenant devant cette caméra. Comme on a fait là. Comme on fait là. Et que toi, tu me dises, j'ai vu que nos clientes ont tel sujet, est-ce que tu peux faire une masterclass là-dessus ? Et que du coup, on déverse la charge mentale de gérer de quoi les gens ont besoin à quel endroit sur la personne qui gère ce pôle-là, quoi, entre guillemets. C'est ça. Et effectivement, la vision future qu'on a posée pour l'entreprise au sens global, parce que ça, c'est dans notre organisation de maintenant, et c'est intéressant, mais j'avais surtout envie avec cet épisode de dire aux gens, voilà ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, grosso modo, préparez-vous. C'est, comme tu l'as super bien dit, de transitionner vers un format d'entreprise où on n'est pas les seules accompagnantes, il y a d'autres gens avec nous, et il y a un truc que j'ai envie de nommer ici qui est, à mon sens, hyper important par rapport à ça, c'est que dans notre écosystème du coaching business, de gens qui parlent de création de contenu, etc., il y a un phénomène assez problématique parfois, qui est la starification des accompagnants et des accompagnantes. Le fait de mettre les gens sur un piédestal, de les prendre pour des stars... Et c'est vraiment un truc qui ne nous inspire pas et sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec nos clientes, pour équilibrer les perceptions des gens et casser les piédestaux, en gros. Et même en termes d'éthique et de déontologie, c'est pas foufou, quoi. Même en termes d'accompagnement, ça peut créer des dérives, donc on veut éviter ça. Et donc, on va vers une vision où
c'est pas la boîte de Thomas Burbidge, Dany Lanazza, et Star, on est un consortium, un groupe, il y a plusieurs accompagnantes, plusieurs formateurs, formatrices, et aller vers le fait de se dire, en fait, si on est 5 à accompagner, c'est bien mieux et bien plus puissant, parce qu'il y a une diversité de points de vue au service des clientes, que si c'est une personne qui a tout le savoir, quoi. Ouais, et même en termes de poids, d'attente de l'extérieur, c'est cool aussi que ce soit réparti. Et, ouais, il y a une posture aussi d'humilité à trouver là-dedans. On est des êtres humains limités. Et, on peut pas tout faire tout seul. On peut pas tout faire. Et c'est top s'il y a d'autres personnes avec d'autres approches qui sont forcément complémentaires de la nôtre. Ça apportera d'autant plus de valeur et ça enlèvera potentiellement effectivement une idéalisation déconnectée de la réalité d'une personne, comme on peut en trouver parfois dans certaines entreprises de coaching, quoi. Ouais, parce que je pense quand on a pris cette décision, il y avait vraiment 2 routes à choisir, quoi. Il y a la route de on optimise tout autour de la marque personnelle qui commence à avoir de l'attraction, comme le font certaines entreprises, comme celle de Tony Robbins. Ça a été ça, en gros, son chemin, ou David Laroche. Même si c'est moins le cas avec David. C'est moins le cas avec David Laroche depuis 1 an, 2 ans, je crois. Mais il y a eu cette route de on optimise tout autour de la personne, que les gens veulent avoir cette personne, mais ça a des limites. Moi, j'avais déjà l'impression d'être le goulot d'étranglement de l'entreprise et qu'on ne pouvait pas aller plus loin parce que je suis un être humain avec du temps et des compétences limitées, quoi. Et l'autre chemin, c'était de se dire, on construit quelque chose de plus groupe. Et même là, au moment où ce podcast sort, c'est en cours de route, mais on transitionne vers non plus une marque personnelle qui est Thomas Burbidge aujourd'hui, que la plupart des gens connaissent, mais vers une marque d'entreprise qui s'appelle Kaleidoscope Horizon, qui est le nom de la boîte. Et donc, il y a une transition dans le marketing qui va avoir lieu. Enfin voilà, ça enclenche plein de chantiers. Mais en termes de vision, on voulait vraiment sortir de ce truc de starification pour montrer, en fait, il y a plein d'êtres humains qui sont au service de cette cause qu'on défend. Et c'est ça qui nous rend plus fortes. Ouais, et en même temps, il y a un réel enjeu, effectivement, et c'est là aussi où c'est challengeant pour nous, parce que on a fait les choses à notre manière, on aime que les choses soient faites notre manière, donc ça va demander de trouver les bonnes personnes et aussi de transmettre, bien que l'idée c'est que les personnes gardent leur unicité, etc., mais de transmettre les points piliers pour nous de notre manière d'accompagner et de faire de la pédagogie pour qu'il y ait une cohérence et un alignement dans la future équipe. Grave. Et un autre truc que j'aimerais, je pense, qu'on nomme pour vous aider à vous projeter dans ce qu'on veut apporter avec nos contenus, nos projets, nos formations, la communauté, c'est de parler de notre vision des sujets qui sont importants sur ça. Tu l'as nommé un peu tout à l'heure, Dany, en parlant de l'engagement politique, la déontologie et ainsi de suite. Mais globalement, je pense que si vous suivez ce podcast depuis longtemps ou si vous avez vécu une de nos expériences pédagogiques, soit avec moi, soit avec Dany, soit ensemble, vous savez que ce que vous trouvez souvent avec nous, c'est ce point de rencontre entre le business, la théorie entrepreneuriale, le marketing et le développement humain, donc mieux se connaître, la CNV, enfin voilà, tous ces trucs de connaissance de soi et de se sentir plus épanoui dans sa vie. Mais là, il y a un 3e pilier qu'on veut rendre beaucoup plus visible et qu'on veut intégrer comme un pilier à part entière dans l'entreprise, c'est ce qu'on peut appeler la pensée systémique. C'est ce que tu disais sur les pensées politisées, parce qu'en fait, tout est politisé dans notre monde en vrai quand on s'y intéresse. Donc, on doit avoir une posture de qu'est-ce qu'on défend comme vision du monde dans lequel on veut vivre. Donc, ça parle d'écologie, ça parle de féminisme, ça parle d'inclusion, ça parle de tous ces sujets-là. Et ça va devenir des piliers pédagogiques à part entière, mais aussi quelque chose qui vient teinter tout ce qu'on fait. Et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Ouais. Et en réalité, c'était déjà là en embryon au début du programme Surf, parce qu'il y avait vraiment 3 piliers. Il y avait développer un business au service de la vie que je veux avoir, mais aussi qui a du sens et où je sens que je contribue. Mais voilà, on n'était pas encore positionné sur quel type de contribution
on a envie que le business qu'on accompagne ait. Ouais. Et clairement, on a envie d'assumer nos valeurs d'écologie, de féminisme, d'inclusion, de solidarité, etc. Et ça commence à arriver parce qu'il y a certaines de nos masterclass qui sont presque uniquement sur ça maintenant. Ouais. Toi, t'en as fait une récemment sur l'écoféminisme. Ouais, c'est pas un sujet business, entre guillemets. Voilà. T'as fait régulièrement une intervention dans notre communauté sur le consentement. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais en faire une sur le genre. Ouais, voilà. Ouais. Donc des sujets comme ça que je trouve, en soi, seuls, ils sont hyper intéressants, mais je trouve que c'est hyper riche la manière dont ça colore ensuite l'engagement de nos clientes dans leur boîte, leur manière de communiquer. Enfin voilà, ça a plein d'effets, de conséquences secondaires, entre guillemets, sur la manière dont les gens développent leur entreprise. Et c'est pour ça j'aime souvent en parler en ce moment pour essayer d'aider les gens à comprendre ce qu'on fait. C'est une sorte de point de rencontre entre le business, le développement personnel, même si ce mot est galvaudé, mais le développement humain de l'entrepreneur, l'entrepreneuse elle-même individuellement, et les systèmes dans lesquels on s'inclut et dans lesquels on est, et mieux les comprendre pour mieux agir dessus ou mieux se positionner dedans avec sa boîte et ses projets, quoi. Oui, ça me donne envie de faire un petit point sur l'aspect systémique, politique, qui est qu'on ne se rend pas compte en fait, de l'impact qu'on a juste en, par exemple, utilisant le langage inclusif sur les réseaux sociaux. Ouais. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est énorme. On participe à créer une culture et en fait, le travail, c'est l'endroit... Globalement, à part dormir, globalement, pour la majorité des personnes, on met le plus de temps et d'énergie. Ouais. Donc parfois, face aux enjeux actuels de la société, on peut se sentir dépassé, démuni, etc. Mais si on fait en sorte, petit à petit, de construire, de faire en sorte que notre activité soit au service des enjeux qui comptent pour nous, bah en fait... on a un impact, quoi. Donc cette énergie-là, ça vaut le coup de la mettre au service de causes qui comptent pour nous. Et on a du pouvoir à cet endroit-là, c'est là où on met le plus d'énergie. Donc ça fait vraiment sens d'en faire un pilier fondamental. Et même en termes de développement personnel, un développement personnel individualiste, juste focus sur nous-mêmes, au bout d'un moment, c'est limité. Et moi, je ne crois pas que ça rende réellement les gens épanouis. Ouais. Je pense à trop regarder le nombril. Des fois, on déprime d'autant plus, quoi. Alors que quand on voit, on sait qu'on contribue à des causes qui sont plus grandes que nous, qui nous touchent, etc., en fait, c'est aussi bénéfique pour notre développement personnel, pour notre business, parce que ça va aussi permettre de polariser, et les gens à qui on va parler, on va leur parler à fond. Enfin voilà, il y a plein de liens à faire entre les trois. Et par exemple, sur ma conférence sur l'écoféminisme, je parle d'écoféminisme d'abord, mais après, je fais le lien avec le business, etc., quoi. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup... cette espèce de système à 3 points là, ça devient l'équation qu'on propose de résoudre pour les gens qui veulent travailler avec nous. Et cette équation, c'est comment je fais pour avoir une entreprise qui se développe financièrement de la manière qui me plaît. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut faire une croissance infinie. On tombe vraiment pas du coup dans le message que LinkedIn essaie de nous envoyer de la croissance infinie. Il faut faire 6 chiffres, puis le million, nanana. Ouais, justement pas. Donc c'est trouver le niveau de développement d'entreprise qui nous correspond et que financièrement on s'en sorte dans sa vie, qui nous épanouit personnellement et on se sent bien, et en même temps qui contribue aux enjeux de la société tels que nous on les voit, parce qu'on a une vision particulière des choses qu'on juge être la plus au service des autres. En tout cas, moi je vois que mon filtre, c'est qu'est-ce qui fait le plus de bien à la majorité d'êtres humains, notamment sur l'écologie ou l'inclusion par exemple. Et comment on fait pour être au service de ces causes-là via son travail, tout en réussissant, entre guillemets, selon ce que ça veut dire pour nous réussir. Et bien sûr, nos clients et nos clientes ne sont pas... ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur tout le temps. Même Thomas et moi, on n'est pas d'accord sur tout le temps sur ces questions-là. De ouf. Mais en tout cas, il y a quand même certaines valeurs qui sont au centre de notre accompagnement, quoi. En tout cas, je pense qu'on est clair sur ce qu'on veut contribuer. Ouais. Et ensuite, on est de toute façon, nous aussi, en recherche, en exploration de
quelles sont les manières de mieux contribuer à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se pose plein de questions. Je pense, toi et moi, on a cette espèce de capacité de se dire « Oh là là, j'ai pas la réponse » et on va plonger pour essayer de trouver des trucs. Et c'est en plongeant à fond là-dedans qu'ensuite on construit des choses qu'on retransmet. Et l'exemple que je trouve intéressant là-dessus, c'est récemment, moi j'ai fait une masterclass pour la communauté sur les entreprises régénératives. Donc c'est des boîtes dont l'objectif, c'est de recréer plus de ressources avant que si elles n'étaient pas passées. Donc imaginons une boîte qui consomme du bois pour faire du papier, pour faire des livres et des carnets. Ben, son but, c'est pas vendre des carnets, son but, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de bois grâce au système de l'entreprise qu'elle ait créé. Et ça m'a fasciné pendant des mois. Je suis loin d'avoir craqué le truc et de le faire parfaitement pour nous, et c'est en cours, et c'est des réflexions qui sont là. Mais j'avais envie de partager tout ce que j'avais appris déjà, quoi. Et du coup, j'adore parce que j'ai l'impression que nous, on chemine, on aide nos clientes à cheminer, et on est une espèce d'énorme melting pot de questionnement de comment on fait mieux sur ces 3 piliers qu'on a nommés avant. C'est une super aventure. Et nos clientes nous font cheminer aussi. Complètement. Et je suis ravi de voir ça d'ailleurs. Et on attire d'ailleurs des personnes de plus en plus alignées avec nos valeurs, politisées, etc. Donc c'est aussi chouette de voir ce qu'elles apportent, elles et ils et elles, avec leur expérience, leur vision. Ouais, voilà, il y a vraiment une intelligence collective aussi dans la boîte avec les clientes, quoi. Tout ça pour vous dire, avec tout ce qu'on s'est dit là, voici en quelques grandes lignes ce à quoi vous attendre dans le futur. En termes de contenu, de propositions, d'offres, de cours, de programmes, de formations, de plus en plus, vous allez voir des choses sur ces 3 piliers. La théorie business, le développement de vous en tant que personne, et surtout, parce que c'est ce qu'on a développé le moins pour l'instant, la dimension systémique de nos engagements en tant qu'entrepreneurs et entrepreneuses. Donc ça, c'est une première chose. Vous allez aussi voir de plus en plus une diversification des intervenants et des intervenantes qui va aller à terme sur le fait que peut-être un jour, on sera 5, on sera 10, et Dany et moi, peut-être qu'on n'interviendra plus à 100% tout le temps, partout, quoi. Et on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, ça va dépendre du temps, mais on se dit qu'il y a une version... C'est une bonne nouvelle qu'il y ait du roulement. C'est clair. Mais il y a peut-être une version future du programme Surf où ce sera plus nous deux les coachs. Ça va changer. C'est même à peu près sûr. C'est même à peu près sûr. C'est même à peu près sûr. Mais comme tu le dis, c'est pour des merveilleuses choses, et tout ce qu'on va proposer ne sera que plus riche grâce à cette diversité de personnes. Donc attendez-vous à voir de plus en plus d'autres gens prendre la parole sur ce podcast. Peut-être un jour, c'est plus moi qui ferai les interviews, il y aura d'autres gens. Oh, wow. Ça, ce serait incroyable. C'est pas dans les plans pour l'instant, mais on ne sait pas. En tout cas, avoir beaucoup plus Dany à l'écran, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on va créer du contenu en son nom pour elle, à sa place. De voir Dany de plus en plus dans tous nos programmes. Elle prend déjà beaucoup la parole dans Inside Freelancing, et elle organise ces événements à elle dans la communauté, des formations en ton nom. Ça va commencer à nous deux, mais un jour, il y aura des formations de cette entreprise qui ne sont ni de toi ni de moi, et ce sera des formations que nous, on porte commercialement. J'ai très hâte. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin Comment tu te sens avec tout ce qu'on se dit qu'on va construire? Je me sens enthousiaste. J'ai un peu le feu, et en même temps, je suis aussi en mode... tranquille, allons-y pas à pas, on n'est pas pressé, allons-y à notre rythme et respectons notre écologie personnelle. Grave. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, si vous voulez nous faire parvenir vos souhaits pour le futur, n'hésitez surtout pas aussi, bien sûr dans le cadre de ce qu'on s'est dit là, mais on est très curieuse, je crois, de comment vous recevez ces annonces, ces informations. On s'associe ensemble, Dany va être beaucoup plus visible, et on va vers une entreprise... représentée par une pluralité de personnes, et plus juste nous en tant qu'accompagnantes. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.